Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième Facebook Live de l'ADI pour les rendez-vous de l'ADI. Aujourd'hui, on est avec Jordan Zanguenet. Bonjour Jordan. Bonjour Christine. Jordan est spécialiste coach en reconversion professionnelle et donc c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, un sujet dont il est devenu expert après avoir lui-même engagé ce processus de reconversion professionnelle. Bonjour Jordan, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment toi tu as engagé ce processus avant de devenir coach expert? Ouais, alors le processus, il a été plutôt aléatoire. Ouais. Aléatoire. Aléatoire, ouais. Parce que tu es d'accord avec moi qu'à l'école, c'est très difficile de savoir déjà avec précision et de clarifier son projet professionnel, de savoir dans quel métier tu as envie de te poser. Ouais. Donc forcément, ça a été aléatoire parce que à la fin du bac, je savais pas trop ce que j'ai fait, donc j'ai fait un BTS de commerce comme tout le monde. Oui. Après, j'ai découvert la communication, les relations publiques et l'événementiel. Donc je me suis orienté vers des études de communication. Ça m'a pas plu du tout. Et puis un jour où je devais postuler chez Virgin, parce que voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je me suis dit tiens, c'est le moment de travailler. Ouais. Vous travaillez dans la communication chez Virgin? Non, même pas. Tu vois, c'était pour travailler en tant que vendeur. Il y avait des portes ouvertes, un centre commercial à côté de chez mes parents, qui, pour ceux qui connaissent, c'est 50 ans en Yvelines. Il y avait un centre commercial qui s'ouvrait avec le magasin Virgin. Et puis le jour où je suis allé à la journée porte ouverte, la nana m'a dit que Virgin avait différé son ouverture, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire moi? Alors je suis allé à la fac, et puis c'est à la fac que j'ai vu qu'il y avait la continuité de mon BTS de commerce. Oui. Alors que je savais pas, hein. C'était en 2004 ça, il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Et puis de fil en aiguille, après, au fur et à mesure, j'ai testé des matières, j'ai vu ce qui me plaisait, tout ça. Et c'est la dernière année que j'ai découvert ce qui me plaisait vraiment. Donc c'était master en management du changement. Donc c'était pour intervenir dans les entreprises et gérer tout ce qu'il y avait autour du changement. Et puis après, le métier de consultant en gestion du changement s'est fait aussi de manière naturelle. Mais tu vois, c'était vraiment aléatoire parce qu'entre le bac et puis le métier de consultant, il s'est passé, je sais pas, peut-être 10 ans à peu près. Ce que tu veux dire, c'est que du coup, tu as tâtonné pour construire ton projet professionnel. Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'effectivement, on est tous en situation, en tout cas quand on a fait ses études en France, de faire des choix assez tôt sur ce qu'on est censé faire. On est censé savoir assez tôt ce qu'on veut faire quand on sera grand. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que toi, pendant toutes tes études, tu n'as pas su. Ouais, comme beaucoup de personnes. Et que tu y allais par hasard. Mais le choix déjà le fait de prendre une décision au collège ou au lycée, déjà c'est une pression énorme et la plupart du temps, c'est une responsabilité qu'on remet sur les parents ou c'est les parents qui prennent directement la responsabilité. Et puis après, tu te retrouves à 25 ans, 30 ans, 35 ans en te disant est-ce que le métier pour lequel on m'a, mis sur telle voie, est-ce qu'il est vraiment fait pour moi? Et il y a plein de gens qui viennent me voir parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des choix par dépit, par défaut, par facilité. Et que le fait de prendre des choix au collège ou au lycée, pour moi, c'est juste une connerie parce que tu peux pas connaître tous les métiers qui existent, le marché économique, tu n'as aucun aperçu objectif du marché de l'emploi. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment une bêtise. En fait, tu dois choisir ton métier avant de savoir quels sont les métiers qui existent. Ouais, et puis tu te fies sur des matières en plus de ça. Oui, tout à fait. Sur les matières, c'est la théorie et la pratique, c'est toujours un monde. Il y a même une galaxie entre les deux. Et juste se fier par rapport à de la théorie, pour moi, c'est une grosse bêtise. Et donc toi, tu as commencé en étant coach en reconversion professionnelle ou est-ce que tu... Non, avant ça, j'étais consultant dans les ressources humaines, en management. Donc, j'intervenais dans les entreprises pour gérer le changement. Oui. Donc, c'est moi le type qu'on appelait à l'époque pour gérer tout ce qui était processus, refonte de processus, former des gens. Et puis, au final, moi, le métier de consultant, je suis resté 3 ans en plus à la Défense, quelque chose de super déshumanisé. Donc, c'est vraiment le monde de l'entreprise tel qu'on l'imagine. Exactement. Ouais. Et puis, moi, j'étais pas fait pour être salarié, tout simplement. Je suis un électron libre. Déjà, je supportais pas l'école. L'école ne me supportait pas aussi. Je m'ennuyais terriblement, mais bon, j'avais des facilités. Et puis au fur et à mesure, c'est là que je me suis rendu compte que pour la plupart des personnes
qui ne supportent pas le cadre scolaire. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas le cadre scolaire, qui ne supporteront pas aussi le cadre managérial. Et moi, ça m'a supporté d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, de rendre des comptes à un petit chef pour si peu de reconnaissance et pour, comment dire, mon potentiel n'était pas vraiment exploité comme j'aurais voulu qu'il le soit. Donc en fait, tu avais un besoin d'indépendance que tu trouvais pas dans… Un besoin de liberté, ouais. Un surtout. besoin de liberté qui est un vrai sujet, en tout cas, c'est une vraie motivation pour les entrepreneurs qui sont notamment accompagnés par l'ADI pour se lancer, ce besoin de liberté. Et donc, toi, tu l'as ressenti, ce besoin. Ouais. Et du coup, comment tu as décidé de consultant en ressources humaines à devenir coach en reconversion professionnelle? C'est ta propre reconversion à toi qui a appelé ce changement ou comment c'est venu? J'avais déjà un attrait pour le changement et l'évolution. C'est ce que j'ai découvert quand j'étais à ma dernière année de master. Et quand j'étais consultant, donc j'étais dans mon domaine, enfin, dans les thématiques qui m'intéressaient vraiment. Mais il y avait quelque chose qui me manquait et j'arrivais pas à savoir quoi exactement. Et le jour où en fait mon manager m'a dit voilà, tu as 3 jours pour faire un truc super bien, une présentation pour acquérir un nouveau client. Tu fais ce que tu veux, ta carte blanche. Et c'est là que déjà d'une, on m'a fait confiance. On m'a donné la liberté aussi de proposer mes propres initiatives et d'être créatif. Et c'est là ma créativité. Je me suis dit mais en fait j'ai besoin d'être créatif dans mon métier et pas juste répondre à un cahier des charges. Et c'est là où ça a été un peu le déclic. Et j'avais besoin aussi d'une certaine liberté parce que suivre un cahier des charges, c'est bien strict. Il faut pas que tu sortes du cadre, pardon. Et c'est pas de ça dont j'avais besoin. Étant donné qu'à chaque fois, j'avais fait, je sais pas, une douzaine de projets chez 12 clients différents à chaque fois, sans être formé, parfois en étant en porte-à-faux, en faisant passer pour un expert alors que je l'étais pas. Et c'est là que j'ai pris confiance en ce que je pouvais faire. D'accord. Donc, ce que je pouvais faire pour un type qui s'en fichait complètement de moi, je pouvais très bien le faire pour moi. Et au final, j'ai eu raison. Donc, ton déclic, ça a été la découverte de ta propre confiance en toi. Ouais. Et puis, un vrai besoin de liberté et de créativité que tu as senti que tu pourrais exprimer qu'en étant entrepreneur et en étant à ton compte. Je me suis quand même posé la question. Alors, en 2013, je me suis dit, bon, est-ce que je reprends un boulot dans le conseil ou est-ce que j'expérimente, je teste mon projet professionnel? D'accord. Je me suis dit, bon, je vais tester parce que de toute manière, il n'y aura jamais de bon moment. Oui. C'est comme pour faire des enfants, c'est jamais le bon moment et pourtant on en fait quand même. Donc c'est quoi le déclic si c'est pas le bon moment? Qu'est-ce qui provoque le changement? Alors moi, c'était un concours de circonstances comme pas mal de personnes. Ça a été le classique burn-out, le fait de… D'accord, donc l'épuisement professionnel. Ouais, lié à un manque de reconnaissance, à du copinage aussi. Du copinage. Beaucoup de copinage de la part des managers. Dans ton organisation, donc un manque de justice dans la reconnaissance de ton travail que tu ressentais. Complètement. Tu vois que c'est des jeux politiques et que en France, il y a quand même… Enfin, c'est pour faire une grossière généralité, mais je le vois aussi avec toutes les personnes qui me contactent et puis même des personnes qui me contactent pas, avec qui je fais des échanges. En France, il y a un gros problème au niveau du management. Donc un malaise en fait dans ta manière de vivre au quotidien, il y a le salariat. Ouais, mais par rapport aux attentes que je voulais que je voulais par rapport aux managers. Dans la théorie, on est tout le temps là en train de nous expliquer que pour bien manager, il faut faire telle chose, révéler le potentiel, gérer les compétences, etc. Mais dans la pratique, c'est pour ça que je disais la théorie et la pratique, c'est vraiment deux mondes. Dans la pratique, tu le vois pas ça. En général, les managers, on s'en souvient comme un bon prof. Oui. Et les bons profs, tu les comptes sur les doigts de la main. Et les managers, c'est pareil. Les managers qui te tirent vers le haut et qui exploitent vraiment ton potentiel et qui révèlent tes talents, il y en a très peu. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont ras-le-bol du salariat et qui se disent autant me lancer dans mon propre projet, au moins je travaillerai avec qui je veux, quand je veux et où je veux. Et donc ce projet de te mettre coach en reconversion professionnelle pour aider les gens donc à changer de carrière, il est parti, le choix de cette activité, il est parti de ce que tu as ressenti, de ce malaise, de ce besoin, ou est-ce qu'il est parti du fait que tu mesurais peut-être autour de toi que c'était un besoin que peuvent rencontrer d'autres personnes? Donc autour de toi, tu as senti qu'il y avait un besoin, qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la société. Autour de moi, et puis parce qu'en 2012, j'avais déjà commencé à bloguer, mais sur une autre thématique. Et les personnes donc tu as créé un blog sur ce sujet? Non, pas vraiment sur une autre thématique. C'était le thème, c'était comment être de bonne humeur et changer de vie, tu vois, en un an. Mais c'était en quelque sorte
comme une sorte de journal intime. Enfin, pas journal intime, puisque je l'exposais à des personnes sur la toile. De ton processus de reconversion à toi. Ouais, mais parce que j'avais pris l'idée, suite à mon burn-out, de me dire, OK, je vais changer de métier, changer de vie, on va voir quel changement je vais apporter à ma vie. Et donc, en 2013, c'est là que je me suis dit, il est temps de se jeter à l'eau pour voir, pour tester, pour expérimenter, puisque c'est mon mode de fonctionnement aussi. J'ai toujours exploré, j'ai toujours expérimenté pour me rendre compte par moi-même si ça me convenait ou pas. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, voilà, il y a plusieurs fruits exotiques devant toi, t'as jamais goûté un seul de ces fruits. Tu peux pas dire j'aime pas ou je vais aimer celui-là. Tu as besoin de goûter chacun pour voir celui qui convient le mieux. Alors, moi, c'est mon mode de fonctionnement en tout cas. Et il y a plein de personnes aussi qui le sont comme ça. Donc, tu as vu qu'il y avait plein de gens autour de toi qui ressentaient ce même malaise. Ouais. Et comment, enfin, j'imagine pour les gens qui nous écoutent, de ce malaise qu'on peut ressentir peut-être dans sa vie professionnelle, salariée, comment on fait pour sentir que c'est le bon moment ou que c'est une bonne idée d'engager un processus de reconversion professionnelle? Tu sais au fond de toi que c'est le bon moment. Il n'y a pas de. Je sais qu'on est dans un pays où il faut toujours tout intellectualiser, etc. Mais l'intuition et les émotions font quand même partie de l'être humain. Donc les émotions, c'est un signal. Voilà, comment on se rend compte que c'est le bon moment? C'est pas forcément les émotions, parce que tu as les émotions positives et négatives, donc tu peux faire des choix en fonction de celles-ci. C'est plus quelque chose qui te dit, ok, je le sens. Voilà, je le sens au fond de moi, donc j'y vais. Moi, j'aime bien poser cette question-là au début du processus de reconversion, de la démarche de reconversion aux clients que j'accompagne. Je leur dis au début, comment est-ce que tu sauras que tu as pris la bonne décision? Peut-être quasiment tous, 70%, 80%, me répondent, je le sentirai au fond de moi. Je le saurai parce que je le sentirai. Donc, c'est un ressenti, c'est le fait de dire, ok, je suis prêt, tu n'as plus de doute, tu as confiance en tes capacités, tu as une vision claire de ce que tu veux. Après, c'est comment est-ce que tu fais pour atteindre ce résultat? Justement, c'était la question que j'allais te poser. Comment tu fais pour atteindre ce résultat? C'est quoi les étapes? Aujourd'hui, je sens au fond de moi que c'est le bon moment de me reconvertir. Comment je m'y prends? La reconversion, il y a beaucoup de similitudes avec un projet de création d'entreprise. D'abord, à la base, tu as besoin de savoir, d'identifier tes convictions, sur en quoi tu crois vraiment. Tes valeurs? Ouais, tes valeurs. Forcément, les valeurs, ça te permettra de savoir avec qui tu pourrais travailler, dans quel environnement de travail tu pourrais travailler, etc. Mais vraiment tes convictions. Parce que tes convictions, c'est en quelque sorte ton moteur qui te permet d'aller et de franchir des montagnes. Moi, par exemple. Oui, voilà, j'allais te demander. Sur le Wi-Fi, on n'est pas en. Ouais, bonjour, vous êtes là, on vous a récupéré. Bon, c'est reparti. Apparemment. Ouais, c'est bon, il y a le nombre de personnes qui sont là. C'est bon. Donc, je te disais que. Donc, les étapes, on était moi, sur je suis vraiment convaincu que si le système éducatif sensibilisait les enfants au marché de l'emploi ou les mettait déjà en immersion dans certains secteurs d'activité, fonctions ou métiers, et que en plus de ça, en entreprise, on faisait en sorte d'aider les personnes à se positionner sur leur zone d'excellence, je serais convaincu qu'on n'aurait pas une armée de mécontents au travail. Et donc des personnes qui se sentiraient à leur place, qui seraient productives, qui prendraient plaisir à faire ce qu'elles font, et donc qui seraient compétitives pour leur entreprise. Et ça, j'en suis convaincu. Donc ça, c'est ta conviction à toi pour mettre en œuvre cette activité. Ouais, parce que ta conviction, elle est plus forte que tout. Quand tu en es convaincu de quelque chose, c'est très difficile de t'en défaire, et c'est très difficile aussi pour les personnes qui sont en face de toi de démonter tes arguments ou de te faire douter. Et par exemple, toi, tu as une activité de conseil. Mais imaginons quelqu'un qui travaille dans la finance ou qui travaille dans la communication, le marketing, qui est commercial et qui veut devenir cuisinier. Ce serait quoi sa conviction? Ça correspond à quoi? Ça peut être tout simplement la personne qui dit, ok, j'en ai marre un type de comment dire, une personne qui veut déjà se sentir utile, et derrière sa conviction du sentiment. Le sentiment d'utilité, ça.
dans le choix de qu'est-ce son qui est activité. animé en fait? Ça peut être des personnes qui veulent peut-être apporter leur contribution, je sais pas, à la bonne bouffe française tout simplement, quoi. Qui en ont marre aussi de voir ce qui se fait dans les restaurations ou tous les scandales alimentaires. Donc tu vois, ça peut être aussi des convictions liées à tout ce qui est alimentaire. Donc c'est la petite flamme en fait qui va pousser les gens à se lancer dans cette activité. C'est le pourquoi est-ce que tu fais les choses. C'est le pourquoi. Le pourquoi. Et nous, en plus de ça, bon, c'est pas pour mettre les autres générations en dehors de ça, mais nous, c'est un petit peu plus le cas. Ouais. On est une génération, on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Si le matin, tu sais pas pourquoi est-ce que tu te lèves, bah, tu te poses des questions et tu te sens pas à ta place, et puis après tu doutes, et puis tu te sens pas forcément à l'aise, etc. Donc le pourquoi, c'est la première chose déjà à identifier. Donc c'est identifier, travailler à identifier le sens qu'on veut donner à la vie qu'on choisit. Quand on choisit une nouvelle activité. Ce qu'on ne fait pas quand on choisit d'aller en S ou en littéraire. Bien sûr, en plus les personnes qui choisissent S ou L, elles finissent en prépa, en HEC, qui est un truc qui n'a rien à voir avec scientifique ou littéraire. Effectivement. Donc, trouver son grand pourquoi. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire, à clarifier. Première pour étape. Avoir une vision déjà un petit peu claire. C'est comme si on partait de la fin, et puis en partant de la fin, après, c'est beaucoup plus facile de déterminer les actions juste en dessous. Et donc, une fois qu'on sait que, bon, par exemple, on veut devenir cuisinier et qu'on a comme grand pourquoi de vouloir bien nourrir les gens avec des bons produits, qu'est-ce qu'on fait? Comment on devient un super cuisinier? Justement, comment est-ce qu'on devient un super cuisinier? Qu'est-ce qui me manque pour devenir un super cuisinier? Là, tu vois, c'est la question à se poser par rapport à tes capacités. Peut-être t'as pas forcément un réseau ou t'as pas forcément aussi, je sais pas, un environnement qui te permet de mettre en avant tes créations. C'est à soi de voir qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir se lancer dans ce projet-là. Donc ça peut être une formation, par exemple. Si tu as identifié qu'il te manque des compétences, il faut que tu identifies ensuite après les formations qui te permettent de combler, d'acquérir de nouvelles compétences. Et c'est pareil, c'est pour ça que je te disais que la reconversion professionnelle et la création d'entreprise, c'est identique. Parce que tu vas forcément t'ouvrir à de nouvelles compétences, à de nouveaux talents, et à toi de voir qu'est-ce qui te manque pour pouvoir obtenir un certain résultat. D'accord. Et donc, une fois que tu as identifié ces étapes, après, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? C'est là où on sent un espèce de petit vertige, là. Ça devient concret. C'est à ce moment-là. En fait, tu as plein on va dire, tu as plein de morceaux de puzzle. Et tous ces morceaux de puzzle, qu'est-ce que tu en fais? Soit tu essayes de trouver l'image qui correspond à ton puzzle tout seul, soit tu vas te faire accompagner. Et aujourd'hui, il y a, quand tu sondes un peu les entrepreneurs, il y a à peu près 40-45% d'entrepreneurs qui affirment avoir été accompagnés. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Même moi, j'ai fait cette erreur aussi au tout début, en me disant c'est bon, je vais pouvoir me lancer dans mon truc, travailler tout seul. Ça a pris un temps fou. Et puis, c'est une fois que je me suis rendu compte que tout seul, c'est bien, on travaille peut-être un petit peu plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai besoin d'être accompagné. Et là, ça a accéléré les choses. S'il y a besoin d'être accompagné, ça veut dire qu'il y a peut-être des erreurs qu'on commet quand on ne l'est pas. Et c'est quoi les erreurs en fait? À quoi tu dois faire attention? Tu peux pas tout connaître. Déjà, le fait de penser qu'on connaît tout, c'est une erreur. Moi, c'est un des principes du coaching. Je dis toujours que je ne connais rien du tout. Moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et à chaque fois qu'on rassure-nous tout de suite parce que tu es expert en reconversion. Non, mais bien sûr, mais je suis pas expert des problèmes de la personne, tu vois, je suis pas expert de ces. Oui, bien sûr. Mais et c'est pour ça aussi que c'est du coaching, c'est pas des conseils, parce que on est tout le temps là en train d'aider la personne à trouver ses propres solutions. Ce qui est vraiment différent de donner des conseils. D'accord. Donc c'est pas descendant, c'est vraiment. Ouais, parce que c'est spécifique aussi à la personne. Et les conseils, c'est un petit peu plus général. Donc l'erreur à ne pas commettre quand on se lance dans un projet de création d'entreprise, c'est d'être isolé, de se lancer comme ça tout seul, en ayant à peu près une idée bien spécifique, même si elle est claire pour nous. Il faut la confronter à la réalité. Et c'est la confronter à la réalité, c'est parler à d'autres personnes, faire son pitch aussi de son propre projet à un groupe de personnes. Voilà, il faut vraiment la confronter à la réalité. Donc ça peut être qui? Ça peut être un coach, ça peut être des gens qui travaillent dans le domaine dans lequel on a envie d'aller travailler, ou des gens qui sont en train de se reconvertir aussi. Qu'est-ce que tu ça connais? Ça peut être des associations. Des l'ADI, par exemple, aussi. Je sais que moi, j'étais allé voir l'ADI
Mais bon, j'avais 32 ans, je crois, à l'époque. Et on m'avait parlé du programme d'accompagnement à la création d'entreprise sur 8 semaines. Oui, c'est ça, très jeune, oui, ouais. Oui, effectivement, à l'époque. Donc j'avais trouvé ça super, mais j'en avais pas entendu parler avant. Ouais. J'y serais allé bien plus tôt, hein, si j'avais su. Mais voilà, ça peut être des associations, ça peut être… pour structurer effectivement ton projet, le formaliser. Projet, de l'idée jusqu'à avoir un business plan, et quelque chose qui rencontre aussi, un public. toutes les choses, parce que c'est de l'anticipation, la création d'entreprise. Faut pas se leurrer, si tu n'as pas une capacité à anticiper, à pouvoir évaluer tous les potentiels risques que tu pourrais rencontrer. Moi, j'aime bien donner la métaphore de la jungle. C'est comme si tu partais dans une jungle sans être préparé, sans savoir les potentiels dangers qu'il pourrait y avoir. Et c'est aussi parce que c'est une expérience que j'ai faite quand je suis parti à Rio. J'ai gravi Corcovado, et pour gravir Corcovado, c'est un peu la jungle. Bon, on m'avait parlé d'un parc, donc je me suis dit ça va être cool. Et j'étais en tongs, tu vois, en tongs et en short. Donc, passer 2 heures à 4 pattes à grimper, c'est presque de l'escalade, quoi. C'était pas adapté. Bon, je l'ai fait quand même. Oui. Mais bon. Et en redescendant, pendant 45 minutes, à redescendre, donc c'est hyper long. Je me suis arrêté à un moment pour pouvoir enlever le sable que j'avais sur mes tongs. Et là, je vois un long serpent, gros comme ça, vert fluo, qui passe de gauche à droite, à 1 mètre de moi. Hein. Alors, je m'étais au pile poil à l'endroit où je m'étais arrêté. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il y a peut-être des serpents dans la jungle, il y a peut-être des dangers, et j'y étais pas prêt. Et c'est quoi les serpents vert fluo, en fait, de la reconversion professionnelle, en fait? Et ça peut être ton entourage, ça peut être financier, ça peut être aussi le fait de te gourer sur des campagnes marketing, ou même ton produit, tout simplement. Le choix de l'activité même qu'on va faire. Tout ça, ouais. Et du coup, l'accompagnement que tu proposes, il est autour de ces thématiques-là? Je le sensibilise les personnes, déjà dans un premier temps, à formaliser leur projet, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent le business plan, ça sert à rien. Alors, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut sembler inutile. Alors, le business plan, ça sert à quoi? Eh bien, le business plan, ça sert à formaliser ton projet. Et ça sert aussi à rassurer tes investisseurs, les personnes qui vont participer au projet de près ou de loin. Et surtout, si tu as des futures finances ou des investissements, c'est super utile. Et donc ça, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle qui va vers de la création d'entreprise. C'est ça, ouais. Ça, c'est une grosse partie des personnes qui te sollicitent pour un accompagnement. Je dois en avoir à 30% à peu près. Ouais. Donc 30% des gens qui te sollicitent, c'est pour créer leur entreprise. Parce que, et encore, c'est pas l'intention de départ. C'est-à-dire que moi, je propose toujours 2 formules. C'est une première formule, on va dire, c'est clarifier son projet professionnel, sans parler de création d'entreprise. Donc l'activité même, ce qu'on va faire au quotidien. En fait, être en phase avec d'abord à quoi va ressembler votre quotidien, ce qu'on va faire tous les jours. Exactement. Ouais. Et puis ensuite, si on identifie que la personne, c'est plus un projet de création d'entreprise qui lui conviendrait le mieux, là, on bascule donc sur une autre offre qui est plus adaptée. Donc, en fait, la création d'entreprise, c'est plus ce mode d'expression de cette activité que véritablement le choix de départ. On ne choisit pas la matière salariat ou création d'entreprise. C'est un peu ce que tu expliquais. On ne choisit pas d'être ou salarié ou créateur d'entreprise. On choisit d'abord ce qu'on va faire. Et ensuite, on voit si la création d'entreprise, c'est le meilleur mode d'expression pour être heureux dans ce choix. Moi, personnellement, tu m'aurais dit, quand j'avais 17 ans, que je serais entrepreneur, je me serais roulé par terre en train de pleurer, en train de te demander pourquoi, quoi. Parce que pour moi, c'était une abomination, l'entrepreneuriat. Une abomination, pourquoi? Tu peux pas dire ça sur un Facebook Live de live. C'est la représentation que je me faisais à l'époque. Mais c'est intéressant, c'était quoi ça générait de la peur? Parce que ça générait de la peur, parce que c'était quelque chose qui était complètement inconnu. Moi, je suis issu d'une famille ils sont plus ou moins salariés. Ma mère était infirmière, mon père était couvreur, mon frère il est intermittent du spectacle. Donc ça faisait pas partie de ta culture. Ça faisait pas partie de ma culture. En France, ça fait pas encore vraiment beaucoup. Ça fait pas l'unanimité encore. De la culture, c'est quelque chose qui se développe. Mais... Ouais, bon, t'as quand même 37% des personnes qui sont en poste qui émettent la possibilité de créer leur entreprise. Mais sur ces 37%, je crois qu'il y en a un tiers qui serait capable de le faire, qui serait même apte de le faire dans les 2 ans. Quoi. Donc c'est des projets vraiment à… Ouais, puis tu vois, alors après on parle de ça, moi j'avais 17 ans, je sais plus, en 98, 99, quelque chose comme ça. Ouais. T'avais pas internet, c'était pas démocratisé comme aujourd'hui, t'avais pas autant d'informations, de formation. Donc il y avait tout ça aussi qui entrait en compte. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec le recul, ça faisait partie de ma personnalité.
parce que, comme je te disais, le cadre scolaire, c'était pas pour moi, et le cadre managérial non plus. Et comme j'ai toujours réussi à me dépatouiller, parce que je suis aussi ce qu'on appelle un multipotentiel. C'est-à-dire que… Explique pour en fait, ceux qui ne savent pas, peut-être c'est pas les personnes qui sont forcément surdouées. Moi, je suis plutôt doué. J'étais doué à l'école, mais bon, j'en foutais rien que dalle, quoi. Je faisais juste le minimum. Et pareil en entreprise. J'étais doué pour m'approprier des sujets, des projets, etc. Mais voilà, j'ai pas envie d'être un expert. Donc en gros, j'étais spécialiste de tout, mais expert en rien. D'accord, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi à te spécialiser dans une seule discipline. C'est pas que j'ai pas réussi, c'est que je voulais pas. Tu voulais pas. Je voulais pas être référent. C'est pas ton profil de personnalité. Tu as une personnalité à explorer plusieurs sujets, plusieurs thématiques. Et alors ça, ce profil de multipotentiel, c'est plutôt un profil de personnalité qui colle mieux, tu penses, je sais pas si c'est… l'entrepreneuriat ? Sûrement, peut-être. Après, j'ai pas envie de dire que l'entrepreneuriat, c'est une fin en soi. Il y a beaucoup de personnes qui, si elles se lancent dans un métier où elles ont même la possibilité d'être intrapreneurs, donc c'est d'avoir la responsabilité d'un projet en interne. Donc une innovation, comme une innovation, petite entreprise qui se crée à l'intérieur de l'entreprise pour lancer un nouveau projet. Exactement, ouais. Et parce que ces personnes-là, elles ne se sentent pas de se lancer dans un projet toute seule, sans cadre de travail, sans environnement de travail, sans collègues. Donc ça peut très bien aussi leur convenir. Moi, j'ai fait ce choix de l'entrepreneuriat parce que la liberté, c'était hyper important pour moi. J'ai toujours eu un problème aussi avec la hiérarchie. Un petit gars qui est au-dessus de moi, sachant que la plupart du temps, il savait pas ce que je faisais et que j'étais plus compétent que lui sur mon domaine. Donc, toutes ces choses-là ont fait que je me suis naturellement orienté vers l'entrepreneuriat. Mais toutes ces choses que tu cites, c'est-à-dire d'avoir une hiérarchie, d'avoir un cadre, d'avoir un lieu où on va travailler, d'avoir quelqu'un qui nous dit il faut arriver à telle heure, partir à telle heure, c'est ce qu'on connaît tous. Oui, mais en même temps, quand on fait une reconversion professionnelle et qu'on devient entrepreneur, est-ce que c'est pas une difficulté ? Comment on gère ça ? Est-ce que ton accompagnement aussi… Après, c'est… Il a un impact sur… il prend en compte ces questions-là. C'est-à-dire que tu veux parler en termes d'organisation pour soi-même Quand quelqu'un était salarié, même s'il ressent un malaise dans sa vie salariée et qu'il décide de devenir entrepreneur, comment est-ce qu'on s'habitue à ce nouveau mode de fonctionnement ? Est-ce que… il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des questions à se poser, est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner ? Déjà, il faut lâcher la mentalité du salarié. C'est-à-dire de se dire que si je travaille de 8h à 18h, donc je serai productif et je serai efficace et que j'aurai des résultats. Ça déjà, parce que ça fait rentrer la personne dans une sorte de système de culpabilisation. De te dire, je suis toujours au lit à 8h30, je vais commencer à stresser, j'ai pas commencé à travailler alors qu'il est 10h. Non, ça, on met ça de côté. Ouais. Donc, il faut s'accorder en tant qu'entrepreneur la liberté qu'on réclamait quand on était salarié. Ouais, parce que t'as comment dire, tes objectifs, c'est toi qui te les fixes. Ton organisation, c'est toi qui te la fait aussi. Il faut que tu gères ton stress, de ne pas avoir de résultats dans un premier temps. Il faut que tu gères aussi ton temps. Donc, allouer un certain temps à une tâche, ce qui est juste… quand tu te lances dans quelque chose, dans un projet, quand tu as quelqu'un qui te le fait pour toi habituellement dans le salariat, aujourd'hui, c'est toi qui fixe, qui évalue ton temps pour un projet, etc. Donc, il y a tout plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas insurmontable, c'est juste qu'il faut se déconditionner de cette attitude de salarié. Et une fois que tu te déconditionnes de ça, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de travailler de 8h à 18h, que peut-être que tu as plus besoin de travailler, je sais pas, de 14h à 20h ou 22h, etc. Moi, je suis plus efficace la nuit, tu vois. Mais c'est intéressant parce que du coup, la transformation, la reconversion et la transformation professionnelle, elle passe aussi par ce changement de culture intérieure complètement. de la gestion de son temps. Oui, complètement. Bon, après, moi, je suis parti aussi, j'avais une autre référence, c'est que je suis parti travailler à Montréal. Et à Montréal, ils n'ont pas la culture de la sortie tardive comme en France. C'est-à-dire que moi, quand je partais à 18h à la Défense, donc je partais de la Défense à 18h, je regardais tous mes collègues qui, eux, me regardaient en train de me dire du genre « dis donc, t'as pris ton après-midi ?» Tu vois, ils n'ont pas cette culture de la sortie tardive comme ici. Ici, ça fait bien de partir après le chef, d'arriver avant le chef, etc. Ce qui, pour moi, est vraiment une bêtise. Alors qu'au Canada, ça peut être 8h, 16h, mais je me souviens d'un Français qui était fier de dire qu'il avait terminé à 20h, 22h.
3 jours plus tard, il y a la direction qui lui dit « Dis donc, mon coco, t'arrêtes tes heures supplémentaires. » Parce que ça veut dire que si tu dépasses, ça veut dire que tu ne sais pas gérer ton temps ou que tu n'es pas efficace. Donc, il n'y a pas la culture de la sortie tardive au Canada. Donc, ça permet aussi de déculpabiliser de cette mentalité très franco-française. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de reconversion professionnelle que tu as accompagnées, juste pour permettre aux gens qui nous regardent peut-être se projeter dans un questionnement qu'ils ont, enfin, des transformations un petit peu fortes? Ouais. J'ai une personne avec qui j'ai travaillé qui, elle, était dans le marketing œnologique. C'est ce qu'on se dit, qui travaille dans le vin. Des marques de vin. Ouais. Elle s'est lancée dans la médiation, donc médiation sociale. Oui. Il y a une autre personne qui était pompier qui s'est lancée qui est béniste maintenant. Après, il n'y a pas forcément des virages à 180 degrés, mais il y a aussi parfois des personnes qui ont juste besoin de changer d'environnement de travail. Donc, ça peut être juste changer d'entreprise. De changer de poste, parce que le poste, il n'est pas forcément identique dans toutes les entreprises. Changer de fonction, changer d'environnement, etc. Donc, il y a tous ces changements-là. Après, il y a des personnes qui se sont lancées, et je sais que j'avais une personne qui travaillait avec moi, qui était consultante aussi, et qui a lancé sa propre marque de cosmétiques. J'ai une autre personne aussi qui était consultante comme moi, qui est partie à La Réunion pour lancer sa propre création de bijoux. Donc, super. Donc, carrément un changement de vie, changement géographique. Ouais, il y a différents changements à chaque fois. Et puis, il y a peut-être, pour être franc, ah, c'est joli ça, Confucius. Bonjour, on est de retour. Désolé pour encore une fois une nouvelle coupure dans ce live, mais du coup. La connexion n'a pas aimé ma petite faute de. Ouais, ta faute de français, effectivement, a fait bugger la connexion. Du coup, ça nous a permis de voir un petit peu les commentaires des personnes qui sont connectées. Il y a Nadia qui cite Confucius. Je pense que ça fait bien écho à ce que tu nous as dit. Ouais, laquelle de Confucius? Choisir un métier que tu aimes, oui, et tu n'auras jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. C'est joli. C'est ça, ouais. C'est assez fort. Donc voilà, il y a Raphaël qui dit effectivement c'est une bonne idée de mettre en garde sur la nécessité d'anticiper lorsqu'on est chef d'entreprise. Donc ça c'est un bon point. Après, moi, je suis pas chef d'entreprise. Il y a une différence entre entrepreneur et chef d'entreprise. Alors, c'est quoi la différence? Moi, j'ai pas de salarié, moi. T'as pas, voilà. Pour l'instant. T'es indépendant. Pour l'instant, j'ai pas encore de salarié. Mais le jour où je ferai peut-être 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, que j'arriverai pas à me démultiplier, c'est là que effectivement je penserai. Mais c'est le but, de créer de la valeur et puis aussi de recruter des personnes, mais à moyen ou long terme. C'est dans ton pourquoi. C'est aussi l'envie de créer de l'emploi. Ouais, aussi, tout simplement pour pouvoir agrandir mon équipe et puis développer aussi ma vision sur. Là, tu vois, j'interviens dans des écoles de commerce, pour pas les citer aussi, et dans des universités, et je sensibilise les personnes à l'importance déjà d'avoir un projet clair pour après les études, d'avoir une vision très objective. Donc, anticiper aussi, d'avoir cette capacité d'anticipation déjà au tout début pendant ses études. Et de ne pas attendre d'être au pied du mur en se demandant qu'est-ce que je fais. Ouais. Là, justement, Malo explique j'aimerais lancer mon propre business. Quels conseils pouvez-vous? Mais vas-y, Malo, lance-toi, teste, expérimente. Moi, je suis un partisan ce qu'on appelle le Lean Startup. C'est-à-dire, le Lean Startup, c'est. Bon, après, je vais faire un raccourci très simpliste et pas une définition très exacte. Mais en quelque sorte, le principe, c'est tu as un projet, tu le testes et tu réactifies le tir au fur et à mesure, tu l'améliores, tu es dans un processus d'amélioration continue. Et comment tu le testes? Est-ce que je vais te donner un exemple par rapport à Groupon. Groupon, à la base, c'était 3 types qui s'étaient mis dans l'idée de créer un projet. Je ne sais plus exactement c'était quoi le projet à la base. Je crois que c'était un forum à la base. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et puis les types, ils se sont dit notre forum il fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire de notre site? Donc, ils ont tout jeté. Ouais, ils ont à peu près tout jeté, mais ils ont gardé le site et puis l'URL, enfin tout ça. Et puis ils sont allés voir le Pizzaiolo en face. Ils se sont dit ça t'intéresserait de proposer tes promotions sur notre site. Donc voilà, un coupon. Toutes les personnes qui téléchargent ce coupon, elles te le présentent.
Et puis ensuite, après, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis elles l'ont proposé à toute l'entreprise, donc dans l'immeuble, ensuite au quartier, à la ville, etc. Puis ils ont, au fur et à mesure, ils ont tâtonné, mais ils ont expérimenté, quoi. Donc, ce que tu conseilles à Malo, ce serait de se lancer et puis surtout de pas hésiter à détricoter et retricoter son projet en fonction de la réalité. Mais c'est même pour la reconversion professionnelle aussi, c'est pareil. Tu peux rester comme ça, les bras croisés sur ta chaise en te demandant qu'est-ce que je vais faire toute ma vie. Mais ça, on peut se le demander parce qu'on a peut-être envie que le projet fonctionne tout de suite et donc on a envie que ce soit parfait. Mais non, il ne faut pas attendre que ce soit parfait. Il n'y a pas, la perfection, ça n'existe pas. D'accord. C'est comme... donc Malo, il ne faut pas attendre que ton mais projet voilà, soit mais parfait. exactement, je suis désolé de le dire, mais la perfection, ça n'existe pas. C'est aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale d'attendre le conjoint idéal, ça n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Mais par contre, au fur et à mesure, on peut travailler le projet de manière à ce qu'il ressemble, tout comme la personne avec qui qu'on va rencontrer. C'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite au tout début qu'elle s'adaptera pas non plus. Ça veut dire qu'elle est incapable de s'adapter, ou tout comme toi, tu es incapable de t'adapter. Donc, plus t'échoueras et mieux c'est, parce que souvent en France aussi. Non, répète-le, plus tu échoueras, mieux c'est quand même assez contre-intuitif. Mais c'est contre-intuitif, mais non, parce que il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Nous, on a des similitudes avec les Japonais. Je suis parti plusieurs fois au Japon et je vois que eux aussi, tu vois, tout est parfait parce que l'échec, c'est pas acceptable. On a ce point commun, les Français avec les Japonais, parce que c'est pas qu'on valorise l'échec, mais voilà, si t'échoues, il y aura toujours quelqu'un qui te dira, tu vois, toi, tu t'es lancé dans ton truc, t'as échoué, mais t'en es revenu au même point alors que moi, j'ai rien fait. On recherche toujours la tranquillité, et puis la plupart des Français, c'est une généralité, mais quand même, c'est une majorité. Ils savent pas prendre de risques. Voilà. Parce qu'eux, ils ont peur, ils se disent que si j'échoue, ça y est, je serai un homme fini. Il y a plein de types qui me contactent, qui ont 25 ans, 30 ans, et qui ont pris leur retraite face à la vie, qui se considèrent comme des hommes finis, ou des femmes finies, mais parce qu'ils ont vécu un échec professionnel dans leur vie. Alors ça y est, ils restent dessus, et puis peu importe le nombre d'années qui passent, ils continuent à se ressasser inlassablement, se disent que rayés, que s'ils échouent une fois, ils échoueront tout le temps. Les Américains, c'est pour ça aussi que je parle du Canada, même si les Canadiens ne sont pas des Américains, mais ils sont quand même très influencés. Je trouve qu'ils ont cette capacité de résilience et cette capacité de rebondir après un échec que nous, on n'a pas forcément. Moi, je me suis planté au tout début. Au tout début, je me suis planté parce que je voulais lancer des cours e-learning sur le développement personnel et je voulais démocratiser tout ça, mais au grand public. Et ce projet-là n'a pas fonctionné? Zéro. Rien du tout. À zéro. Et au bout de 2 mois, je suis là comme ça, je fais ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, tu vois, j'ai pas été là en train de me dire j'abandonne. J'ai essayé de trouver des alternatives, des solutions pour pouvoir aussi faire en sorte que mes formations se vendent. Donc je suis allé voir un distributeur qui lui me les vend à ma place auprès des comités d'entreprise, des bibliothèques, et ça n'a rien à voir. Et puis c'est là que je me suis dit les formations, on va les mettre de côté. Et puis, je vais me consacrer sur ce que les personnes ont vraiment besoin, c'est-à-dire de l'humain, un accompagnement individuel, quelque chose qui soit vraiment personnalisé. Donc, en fait, la plus grosse erreur à faire, c'est de s'arrêter sur un échec. Ce serait ça la plus grosse erreur. Et il y a aussi une question que se posent pas mal de gens, et c'est une question que nous pose Acha et Lynn, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir du talent pour me lancer Non, tu as besoin d'affirmer que tu as un talent. On a forcément un talent. Après, quelle est ta représentation du mot talent? C'est talent, la plupart du temps, on l'associe à quelque chose qui permet de faire comme un don. Voilà, c'est comme si tu avais un don déjà. Oui, que ce soit pour la cuisine, pour la création de bijoux, pour la personne pour tout et plein de choses. Et il y a plein de personnes qui subissent le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de bien, il y a très peu de personnes qui vont te dire c'est super ce que tu as fait. Ça, c'est ta zone d'excellence là-dessus et tu peux confirmer que tu as un talent. Non, la plupart du temps, on te fait remarquer ce qui ne va pas, mais pas ce qui va bien. Donc, comment est-ce que tu peux savoir que tu as un talent si tu es tout le temps autour de toi, on est tout le temps dans la critique ou à te faire remonter les points qui ne vont pas, ce qui ne va pas, ce que tu dois améliorer, etc. Mais combien de fois on nous dit dans la journée « Ah, c'est super, tu as telle qualité, tu as tel talent ».
Donc, c'est à soi aussi d'affirmer qu'on a un talent et de confirmer cette chose-là en se prouvant déjà par des gages de confiance que on peut très bien y arriver tout seul. C'est le cas pour les personnes que tu as pu accompagner, que tu as pu coacher, enfin la créatrice de bijoux, les personnes qui avaient des projets artistiques, parce que j'imagine que si Chaïline pose cette question-là, c'est que peut-être qu'il y a un projet artistique derrière, et donc du coup, cette question de la légitimité pour se lancer. Il y a la légitimité, et puis après, il y a la question de se dire, est-ce que je vais pouvoir en vivre? C'est la question qu'on se pose tous, à savoir comment est-ce que je vais pouvoir monétiser la chose. Et la plupart du temps, l'argent, c'est un truc qui coupe toute, toute intention positive ou toute ambition de te lancer dans ton projet. C'est-à-dire que la plupart des personnes vont se dire, ok, ce projet-là, je vais m'orienter là-dedans parce que j'ai des possibilités de le monétiser ou d'en vivre. Mais c'est normal un peu, parce que c'est quand même un projet de reconversion professionnelle et que derrière, il y a... c'est mon activité professionnelle, c'est celle qui permet monétiser son activité, une passion ou quoi que ce soit, c'est pas la plus grosse difficulté. Ça peut paraître surprenant ce que je dis là. Oui, répète-le s'il te plaît. Oui, monétiser, à obtenir des revenus d'une passion ou d'une activité qu'on aura construite, c'est pas ce qui est le plus difficile. Je donne juste des exemples. Bon, c'est des exemples américains, malheureusement j'ai que ça. Mais un trombinoscope, une plateforme de vidéo en ligne et un moteur de recherche sont les 3 plus grandes réussites de ces 15 dernières années. Donc YouTube, Facebook et Google. Et pourtant, c'était gratuit. Ils ne se sont pas posé la question de monétiser leur projet. Tu auras toujours en fait un moyen de monétiser ce que tu fais. Et des personnes qui, je sais pas, l'autre fois j'étais en train de parler avec un client. Il voulait se lancer dans, je sais plus si c'était la menuiserie, enfin quelque chose qui était plus du travail du bois. Et puis il me disait, ouais, mais j'ai mis cette idée de côté parce que j'ai un oncle qui travaille dans ce domaine-là et il en vit pas forcément bien. Oui, donc c'est vrai que souvent quand on crée son entreprise, on nous demande de faire une enquête métier, de voir comment. Mais il s'est tenu qu'à un son de cloche. D'accord. Peut-être que le type qui est menuisier, qui vend ses créations, je sais pas, en Chine, aux États-Unis, lui, il n'a pas de souci. Quelles sont les alternatives en fait qui me permettront de trouver une solution à un problème. Et comme les disent les Chinois, à tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, ouais. La sagesse est très chinoise aujourd'hui après Confucius. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver est-ce que tu donnes des conseils tu as ton programme de coaching, mais est-ce que tu as un blog? Est-ce que tu as un endroit j'ai mon site, mon blog qui s'appelle osebriller.com. Pourquoi Osebriller? C'est joli ça. Osebriller parce que c'est déjà d'une pour moi, c'était évocateur, c'était un nom que j'allais dire, je m'en lasserais pas, quoi. Il fallait vraiment que je trouve un nom. Ça faisait partie de ton pourquoi? Ça faisait partie de mon pourquoi. Parce que tu vois, je me suis vraiment révélé et c'est aujourd'hui que je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Parce que dès que j'ai envie d'explorer un domaine, je le fais et j'ose, tu vois. J'ose faire les choses différemment que ce que font les autres. Et il y a plein de personnes aussi qui n'osent pas briller dans leur vie parce qu'elles ont peur du qu'en dira-t-on, d'échouer, elles ont peur de plein de choses. Il y en a justement quelqu'un qui nous a regardé aujourd'hui et qui se pose la question, qu'on n'est pas encore au fait de le sentir. Ce moment pour se reconvertir, qu'est-ce que tu lui dirais pour finir, pour qu'il reparte avec la bonne question à se poser la bonne question, en fait, c'est de se dire, déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce que tu le sens pas tout de suite, quoi. Et puis, c'est pas parce que tu le sens pas tout de suite que tu le sentiras jamais. Donc se déculpabiliser par rapport à ça. Mais déjà d'une, oui, parce que il y a aussi un phénomène qui est en train de se passer sur la toile. C'est tous ces types qui, comme moi aussi, qui font des vidéos, tous ces types qui sont là en disant oui, si tu as envie de chercher la liberté financière, regarde-moi, il faut que tu fasses comme moi, achète mes formations, etc. Il y a plein de personnes qui donnent aussi du rêve à d'autres gens qui peut-être elles aussi, enfin ces personnes-là, elles ont envie d'explorer de nouvelles choses, elles aspirent à autre chose. Mais le fait de donner de la poudre aux yeux fait que tu peux aussi rentrer dans le fantasme de l'entrepreneuriat. Oui, parce que concrètement, on exerce un métier au quotidien. Ouais. Et c'est, enfin moi, tu vois, c'est sûr que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat déjà d'une pour avoir un petit peu plus de temps, profiter un petit peu plus de mon temps, de mon entourage, et puis pouvoir bouger là où j'ai envie de bouger.
Mais en aucun cas, je me suis dit, j'ai été dans le fantasme de me dire, ouais, je vais gagner 10 000 euros par mois dès le premier mois, où je me disais que ça allait être facile. Moi, j'ai voulu faire les choses différemment par rapport aux autres. Et comme ça faisait partie de ma personnalité. Donc, rappelle-moi la question de base déjà de la personne, c'était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à engager aujourd'hui sa reconversion professionnelle? Déjà, de se poser les bonnes questions dans le sens où comment est-ce qu'on pourrait préparer, ne pas rentrer dans le comment, mais dans le quoi. Déjà identifier le quoi, quel projet, quoi. Quelle envie, quel besoin, quelle envie, quel besoin, quelle vie j'ai envie d'avoir, quel projet j'ai envie, enfin quelle cause à laquelle je me rallie aussi, c'est super important. Quoi et pourquoi. Le quoi, le pourquoi, et puis après le comment, ben, on y viendra mais un petit peu plus tard. Et le comment, on pense que c'est le plus difficile, mais en fait… c'est ce qui fait le plus peur, le comment. Ouais, mais non. C'est ce qui peut freiner. Mais ça fait plus peur parce que c'est comme si, en fait, moi j'aime bien donner cette métaphore. Si tu me dis que tu as envie de vivre dans un autre pays, tu as envie de vivre dans un autre pays, mais tu sais pas où. Tu vas déjà être en train de réfléchir, alors est-ce que je prends l'avion, est-ce que je prends le bus, est-ce que je prends le bateau, j'y vais à pied, en vélo. Et tu sais, ça n'a pas de sens parce que tu sais pas où c'est que tu veux aller déjà. Moi, je vais te poser des questions en me disant est-ce que tu veux du chaud, du froid? Donc, tu vas me dire ok, bon, bah, je veux du chaud, donc on va virer tous les pays froids, la Russie, l'Alaska, etc. Et puis, jusqu'à identifier avec précision la ville où tu as envie d'aller. Et c'est là qu'après, le comment, il va pouvoir se présenter à toi de manière naturelle. Donc, pour pas être bloqué dans son projet de reconversion professionnelle, on commence par se demander quoi. Ouais. Le quoi, le pourquoi. Et puis ensuite, même parfois le pourquoi aussi. Hein. Le pourquoi amène le quoi. Enfin, il n'y a pas forcément un sens, mais le comment, c'est toujours à la fin. Et c'est la question qu'on ne se pose pas vraiment. Et le comment, c'est le structurer. C'est ce que tu expliquais en se faisant accompagner, en n'hésitant pas à se faire accompagner. Pour, Moi, je propose toujours des scénarios de reconversion professionnelle. C'est-à-dire que la personne aussi doit expérimenter, explorer un petit peu toutes les pistes. Donc, pas se donner une seule voie, mais s'autoriser à en penser plusieurs. Tout à fait, oui. L'aider aussi à travailler sur son fil rouge, son fil conducteur, pour pouvoir aussi être plus à l'aise pendant les entretiens de recrutement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent qui ont des parcours atypiques. Et ces parcours atypiques, bah, il faut aussi les vendre et puis les justifier en quelque sorte. Quoi. Ces fameux multipotentiels qui aiment plein de choses à la fois et au final, voilà, c'est difficile pour quelqu'un d'extérieur de voir la cohérence entre… Exactement. Donc le fil rouge, le fil conducteur, que voit pas forcément ton recruteur en face, tu as besoin de l'exprimer, de le rassurer aussi, parce que je connais les bestiaux du recrutement. Hein. Il faut aussi les rassurer, parce qu'on parlait de prise de risque, mais eux aussi, c'est pareil. Hein, ils évitent de prendre des risques, ils évitent de prendre des gens qui ne rentrent pas dans les cases. Donc, c'est tout un travail aussi de pitch, de justification, de cohérence, etc. Très bien. Ben, j'espère que, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à la pour tous ces conseils qui, j'espère, auront dédramatisé un petit peu la question de la reconversion professionnelle. J'espère. Parce que c'est une question que se posent beaucoup de gens qui, un jour, poussent la porte de l'ADI pour créer leur entreprise. Et en tout cas, vous repartez en tout cas avec un conseil en or, de ne pas avoir peur de l'échec et de se poser la question de pourquoi on veut le faire, avant de se laisser tétaniser par le comment on va le faire. Et de sortir de sa solitude, du coup, pour réfléchir à ce comment. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Je me permets juste, il y a une question. Comment fait-on pour vendre son parcours professionnel atypique? J'en ai parlé du fil conducteur. Il y a toujours un fil conducteur qui t'amène à trouver une cohérence dans ton parcours. C'est la cohérence du parcours qui fait que on fait pas des choix comme ça juste au gré du vent. Il y a toujours quelque chose qui nous amène à faire des choix. Si c'est un choix économique, parce qu'on n'a pas le choix, il faut bien vivre, il faut bien travailler. Mais il y a aussi des choix par passion, par envie, par toutes ces choses-là. Mais à partir du moment où on met l'accent aussi sur qu'est-ce qu'on a apporté en termes de valeur, là après, la question de vendre son parcours atypique, elle se pose plus. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de trouver une cohérence dans son parcours et un fil conducteur. D'accord. Je pense qu'on a répondu à la question de Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que… il y a Nadia qui témoigne. J'ai créé mon entreprise avec le microcrédit. J'encourage chacun à se lancer dans l'entrepreneuriat. Prévoir un budget suffisant pour pallier aux imprévus est essentiel. Ça fait partie du comment. Exactement.
moi, je me suis pas lancé non plus sans rien dans les poches. Il fallait que, enfin, je l'ai préparé, comme je disais, pendant 1 an, j'ai préparé ma transition. Ah oui, la durée aussi, c'est intéressant. Donc toi, c'est à peu près les gens qui se reconvertissent, ça prend combien de temps à peu près? Ça peut aller très, bon, ça dépend du projet, parce qu'il y a toujours après la question de la formation. Donc trouver la bonne formation, après le temps que ça va prendre, etc. Il y avait une personne qui disait comment est-ce qu'on fait aussi pour quand notre entourage ne nous soutient pas. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. J'étais avec une personne qui me soutenait pas, qui ne comprenait pas pourquoi je voulais créer mon entreprise, pourquoi j'avais quitté un boulot bien payé pour me lancer dans mon truc. J'ai mis fin à cette relation tout simplement parce que je ne pouvais pas me freiner et puis je pouvais pas continuer à être une personne qui me soutenait pas, qui me comprenait pas. C'est essentiel. Mes parents, mes amis, mes collègues, je leur ai dit surtout ne me stigmatisez pas, ne me catégorisez pas en tant que chômeur. Je veux me lancer dans un projet, créer mon propre truc. Donc j'ai besoin de votre soutien et je leur ai coupé l'herbe sous le pied. Donc surtout, ne me posez pas des questions. Alors le chômeur, comment est-ce que ça va? T'as la belle vie, etc. Je leur ai demandé déjà dès le début leur soutien. Il faut être clair avec les personnes. Après, si tu n'as pas de soutien dans ta famille, trouve un soutien extérieur. Avec un réseau d'amis. Avec un réseau d'amis ou un réseau d'entrepreneurs. C'est pas ce qui manque. Il y en a plein. Il y en a énormément. Mais il faut être entouré. Il faut se créer un entourage. Il faut bien être entouré parce que déjà, ça te permet d'être dans une dynamique et de te rebooster à chaque fois parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Hein. Donc, si on n'a pas dans notre entourage naturel un soutien pour créer son entreprise ou pour engager ce changement de vie, faut pas hésiter à se créer un nouvel entourage. Exactement. Pour oser briller. Ah, voilà. Tu as compris le sens du nom de ma boîte. Bon, j'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui étaient posées. Sinon, écoutez, n'hésitez pas à poster vos commentaires et on continuera à y répondre après ce live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau Facebook Live avec Ladi à la même heure, donc à 11h avec Lingyensia. Et demain, on parle de personal branding. Ah, il y aura Lingyen. Ça sera intéressant si Lingyen est là. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée.